Luanda est ainsi devenu, à partir des années 1590, le port le plus important d'embarquement des Africains pour les Amériques. 23% à peu près de tous les Africains sont partis de Luanda. Ils allaient en grande majorité au Brésil. C'était de loin la plus grande destination d'Africains pour les Amériques. Près de la moitié des Africains se sont retrouvés au Brésil. Luanda a vraiment été un avant-poste du Brésil. En 1620, les Portugais sont les maîtres incontestés de la traite négrière. 25 ans après la révolte d'Amador, ils ont déjà déporté 300 000 captifs vers le Brésil et en Amérique centrale. Bientôt, c'est au tour des autres puissances européennes de partir à la conquête du Nouveau Monde. Les Européens ont vu l'intérêt qu'il y avait d'aller avoir du pétrole, c'est-à-dire des nègres, pour aller les faire travailler à leur compte. Donc tout le monde, toute l'Europe a été en Afrique. C'est-à-dire que c'était la ruée vers l'or à l'époque. D'ailleurs, dans le livre qui va sortir, je produis une carte. L'Afrique, le premier fort portugais, c'était Alguin en 1455. Mais quand donc les razzias ont pris leur élan, où vous avez des balais de bateaux qui allaient, qui revenaient, vous aviez toute l'Afrique était créée de fort. Ça tirait nuit et jour. Alors, la massification dont vous parlez, c'est que maintenant, les Occidentaux ont compris, les Européens ont besoin, chacun maintenant, d'aller se faire des colonies à l'extérieur. Ils construisent donc des tanks. Ce n'est plus des petits bateaux qui prennent 200 personnes, 300 personnes. 900 jusqu'à 1000. Il est arrivé même un moment, avec l'histoire du Zong, où on leur a interdit, c'est-à-dire que c'est même une interdiction qui a été très dangereuse parce qu'il y avait des espaces où il fallait mettre tel nombre d'hommes, tel nombre de femmes, tel nombre d'enfants. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Un gars comme Gougouano Ote, qu'on a arrêté à Fanti, il dit lui-même qu'un jour ils sont allés se laver, il était 20 enfants, garçons et filles. À un moment, ils sortent de l'eau, ils voient des blancs avec des sabres et des pistolets qui les amènent dans les bateaux. Alors, ils vont commencer à enlever des enfants. Parce que les enfants tiennent moins de place. Ce qui fait qu'au lieu d'amener 900 esclaves, on amène 1300. Donc, cette massification est due au fait que toute l'Europe s'est jetée dans les razzias. Ne croyez pas que les souverains africains, et surtout les guerriers, les chevaliers, soient partis en courant, en voyant les armes. Mais regardez les histoires de Shaka Zulu. Les gens étaient au combat. Ils ont été. Et il y a une chose qu'on ne dit jamais, qu'on ne montre jamais. C'est les châteaux forts qu'on a construits le long des côtes africaines, comme disent certains historiens européens eux-mêmes, à une distance de vol de Focono. C'est-à-dire, il ne dit même pas de faucon, à une distance de vol de Focono. Alors, vous avez des châteaux forts le long des côtes partout. On montre dans les documentaires l'histoire de l'Afrique. Les Européens arrivent, il n'y a pas de château fort sur leur carte, alors qu'il y avait des châteaux forts partout. Voyez, mais moi-même, je suis encore le roi Bois-Bois. J'ai 30 captifs que j'ai ramenés le long des côtes. Vous avez le château fort danois, le château fort anglais, le château fort portugais, le château fort français. Je passe où, moi, pour aller... Donc, si c'est un négrier portugais, vous pensez que je vais pouvoir passer par le château fort danois pour aller donner au truc? Vous voyez pas que les gens racontent n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi parce que les souverains n'avaient même plus accès à la mer. Les Européens vont créer des empires négriers. Ces empires négriers vont être pris par ce que je vous ai dit là, les lanzados. C'est-à-dire que les lanzados, dans un premier temps, ils venaient, ils tuaient les rois africains. Il y a certains rois africains dont on vous parle qui n'étaient pas des Africains, qui étaient tout simplement des Blancs. Parce que vous pouvez entendre aujourd'hui le roi Makoko. Si on vous ramenait le vrai roi Makoko, vous ne le reconnaîtriez pas. On a vu, je vous dis qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les Occidentaux ont tous les mêmes techniques. Quand le roi des Belges voulait le caoutchouc, les troupes belges allaient dans les villages, les gens se sauvaient, ils se cachaient dans la forêt. Alors qu'est-ce qu'on a inventé comme technique? On leur a inventé un individu qui s'appelait Kabiranga.
Alors, on leur dit, Kabila Anga vient vous visiter, alors que c'était un Belge qui venait avec son armée, et il s'appelait Oscar Michaud. C'est comme ça que les Noirs se faisaient avoir. Donc, moi, je maintiens que la plupart, ceux qui ont collaboré, même les pisteurs, ceux qui suivaient les Noirs dans la forêt pour les arrêter, comme les capots, il y a eu des capots juifs, nous ne sachions pas qu'on nous ait dit que, oui, ces capots juifs sont responsables de quoi que ce soit. Celui qui ne marchait pas, on l'abattait sur le champ. C'est la loi de la mafia. On vous fait une offre que vous ne pouvez pas refuser. Bon. Donc, il faut toujours avoir présent à l'esprit que les Africains que nous avons aujourd'hui en Afrique n'ont rien à voir avec les Africains. D'ailleurs, lisez Ibn Battuta, voyage au Soudan. Ibn Battuta arrive en Afrique au XIVe siècle. Il écrit dans le monde entier, c'était un arabe espagnol. Il dit qu'il n'avait jamais vu un continent où les gens avaient autant refusé l'injustice. Les rois africains, d'ailleurs, les Africains ont lancé le premier manifeste des droits de l'homme, le serment du Mandé, au XIVe siècle. Kourofane Fouga. Oui, voilà. Au XIVe siècle, les Soundiata Keita et les Soumaoro Kanté. Donc, l'erreur que nous commettons souvent, et on veut nous la faire soumettre, c'est de faire croire que, oui, en fait, finalement, tout le monde est pareil, et tous les hommes sont pareils, mais c'est-à-dire que les Occidentaux ont ceci de particulier que ce qui est bien, c'est eux qui sont les seuls à le posséder. Ce qui est mauvais est réparti dans l'humanité et pire chez les autres. Il me semble quand même qu'il est aussi important pour la mémoire justement, pour la mémoire collective et pour l'histoire, il est aussi important d'enseigner, c'est mon opinion, qu'il y avait des complices locaux. Par exemple, le roi d'Abomey en 1770, il gagnait l'équivalent de 125 000 livres sterling. Il tirait ça de la vente des esclaves. Ça fait à peu près 1,5 milliard d'euros. C'est énorme. L'essentiel, et c'était pas un blanc, c'était un noir. L'essentiel de ses revenus venait de la vente d'esclaves. Donc, à mon avis, ne pas pointer cela aussi, c'est peut-être commettre une erreur aussi, et une erreur qui n'est pas bien parce qu'elle déresponsabilise, elle enlève la capacité finalement. Oui. Elle dit ce sont des gens, bon, vous disiez tout à l'heure, c'est un individu, mais non, il représentait un État. Le temps ne travaille pas pour nous, donc je ne veux pas vous laisser continuer comme ça. Vous savez, c'est une astuce. Vous me dites en 1700 combien 1700... 1700, les sons 1700. Ouais. Les razzias négrières ont commencé en Afrique en 1441. Oui. Bien. 3 siècles après. Voilà. C'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous êtes en train de me dire là. Vous me dites, oui, voilà, les francophones et les anglophones sont toujours battus en Afrique depuis qu'ils... Non. Aujourd'hui, vous allez dire, voilà, les francophones et les anglophones se sont toujours battus depuis que l'Afrique existe. Mais depuis que l'Afrique existe, les Africains n'étaient pas des anglophones. Ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc vous êtes en train de prendre une période où ces gars-là ont fabriqué, c'est-à-dire que vous naissez dans un pays où il n'y a que le seul commerce qui existe en Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est l'or noir. Il n'y avait que la traite négrière. Les gens ne savaient rien d'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'on les a conditionnés pour ne faire que ça. C'est-à-dire que quand on siffle la fin du... Comment nous allons vivre? Ils ne cultivent même plus la terre. Maintenant, pourquoi est-ce que les Africains croient qu'on les a vendus? C'est-à-dire que la vie dans les plantations n'était pas calme. Il y avait des révoltes tout le temps. Notre peuple en mer, en terre, donc ils sabotaient les plantations. On demandait aux enfants. Et les enfants disaient, vous êtes allés attraper nos parents en Afrique, vous amener ici. Alors pour arrêter cette hémorragie, qu'est-ce que les Blancs vont trouver comme phénomène? Ils prennent le père qui a dit à ses enfants. Ils élevaient des oiseaux de proie. On appelle tous les esclaves. On met l'homme dans la cage, on met les oiseaux de proie, qui le mangent devant tout le monde. On prend ses enfants, on va à tel maître, on va à lui-ci, à l'autre. Et on leur dit, celui qui dit encore à ses enfants qu'on est en train d'aller vous attraper en Afrique,
voilà ce qui va lui arriver. Et vous leur direz que nous sommes allés vous sauver de la barbarie des nègres. Voilà comment, petit à petit, c'est ça qu'on appelle le phénomène dynamique. 1 siècle, 2 siècles, ça devient la vérité. Et les Noirs ont fini par croire que les Africains ont fini par croire que ce sont leurs propres frères qui les ont vendus.